Alors hier, mardi 7 avril, c'était une nuit d'élection aux États-Unis avec peut-être moins d'attention parce qu'il n'y avait pas de poste de sénateur en jeu. Il y avait un seul poste qui était en jeu pour la Chambre des représentants, qui était le GA14, qui est le district, qui était celui de Marjorie Taylor Greene, un des districts les plus rouges des États-Unis. On va y revenir. Et donc, on ne regardait pas trop ce qui était en train de se passer, alors qu'il y avait des tas d'élections. Des élections pour des municipales. Il y avait des élections pour des juges de cour suprême, entre autres dans le Wisconsin, pour des cours suprêmes au niveau de l'État, qui vont jouer un rôle extrêmement important dans toutes les tentatives de Donald Trump de contester les résultats des élections. Donc, ce sont vraiment des élections qui sont importantes. Ce ne sont pas celles qui sont le plus sexy, le plus suivies, mais qui ont un véritable effet. On l'avait vu après sa défaite en 2020, lorsqu'il avait essayé sur le terrain, dans ses États clés, de contester les résultats. Que finalement, il y avait eu des procédures en cours et que à la fin, c'était souvent la Cour suprême de l'État qui disait non, il n'y a pas de délai supplémentaire, il n'y a pas de fraude, etc., etc. Donc, c'était extrêmement important. Il y a aussi des school boards, des conseils, des conseils scolaires. C'est extrêmement important, les conseils scolaires aux États-Unis, parce que c'est eux qui non seulement décident du programme scolaire, donc le contenu des livres, donc le contenu de l'enseignement donné aux enfants. Depuis des années, la droite religieuse américaine, depuis très longtemps, depuis 30 ans, a compris que c'était ce qu'il fallait viser pour pouvoir s'assurer que les enfants dans les écoles apprennent une vision qui solidifie les valeurs chrétiennes des États-Unis, je cite. Et puis aussi, actuellement, ça permet de décider quelle sera la politique d'un district scolaire par rapport à ICE. De savoir qu'un district scolaire a le pouvoir de dire nous, on ouvre nos portes à ICE et ICE peut venir arrêter des étudiants qui sont de manière illégale. Donc, ce On sont pense des pas enjeux. souvent à ça. On pense très souvent, il y a beaucoup d'histoires en ce moment de ces tentatives de pousser la religion dans des écoles publiques avec soit des lois pour faire passer comme la lecture de la Bible obligatoire, mais aussi des tests, des nouveaux tests qui sont mis en avant par des groupes religieux pour remplacer les tests qui ressemblent un peu au bac aux États-Unis. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas au fait qu'à part tout ça, il y a aussi le fait que si vous contrôlez des écoles, ICE, on a vu ce qui peut se passer. Oui, c'est par exemple donner aussi le fichier des parents d'élèves en disant oui, on va pas arrêter. C'est des choses qu'on a vues du côté de Minneapolis, par exemple. C'est pour ça que je vous en parle. C'est de se dire, tiens, on va aller sur les parkings des établissements scolaires pour arrêter les parents qui viennent chercher leurs enfants. Ouais. Donc, c'est des élections qui n'ont pas l'attention, mais qui sont extrêmement, extrêmement importantes. Et ça, c'était hier soir. C'est ce qui s'est déroulé hier soir, pendant que, évidemment, l'attention des médias était sur autre chose. Et ce qui s'est déroulé hier soir, c'est une vague bleue dans toutes ces élections, avec des scores historiques. Donc, c'est un résumé. Je vous invite à aller suivre son compte de Zachary Donini, qui est le rédacteur en chef de Vote Hub, qui est un site respectable de métadonnées sur les élections, qui n'est ni de gauche ni de droite. Et donc, il explique que hier, pendant qu'on avait toute notre attention nationale sur l'Iran, les démocrates sont en train de gagner, parce que la soirée n'était pas terminée, de manière énorme à travers le pays. Au Wisconsin, avec une victoire, on va y revenir au niveau de la Cour suprême, qui est une victoire extrêmement large. En Géorgie, avec ce qui est en train de se passer dans le GA14, donc, qui était le district de Marjorie Taylor Greene, on va y revenir. Et puis, dans des États complètement rouges, Missouri, Oklahoma, où vous avez des élections locales avec des flips pour les démocrates de 27 points en Oklahoma, et du côté du Missouri,
des élections municipales gagnées par les démocrates. On est en plein. Cody, si tu peux nous regarder le score de Donald Trump dans le Missouri pour que vous compreniez de quoi on parle. Et aussi d'avoir fait flipper des fameux school boards. Et ce n'est pas le seul endroit. Donc ça, c'était au milieu de la soirée. Ouais. On était déjà dans du domaine historique. Lorsqu'on continue le bilan de cette soirée, on va voir cet autre compte, cet autre compte X qui explique que ça s'est passé dans les school boards en Wisconsin, Oklahoma et Missouri. Oklahoma, c'est du niveau de Tulsa. Et vous allez voir comment c'est extrêmement important en Oklahoma. Donc d'abord, le Missouri, c'était quasiment 59% pour Trump, 40% pour Harris. Et en Oklahoma, c'était encore mieux pour Trump. C'était 66% pour Trump et quasiment 32% pour Harris. Combien en Oklahoma 66% pour Trump. 66%. 66%. Et on va voir que du côté de Tulsa, par exemple, la personne qui a été battue, regardez justement, elle était justement pour l'intervention de ICE dans les écoles en disant que les sans-papiers, les enfants de migrants, y compris dans les écoles maternelles, mettaient en question, en danger les établissements scolaires. Et donc, c'est elle, hier soir, qui a été battue par Connie Dodson dans un district qui avait voté pour Trump à près de 70%. Ouais, dans un des États les plus rouges, celui qui remplace Kristi Noem, Mark Wayne Mullen, c'est vrai, c'est Oklahoma. C'est vraiment... Waouh. Voilà, je ne m'attendrais pas à ça en Oklahoma. Donc, voilà. Et ça, c'est un effet direct sur ce que peut faire ou ce que peut pas faire ICE. C'est extrêmement important. Et donc, on va parler on va commencer par la Géorgie, parce que hier soir, ça a été une nuit historique. Pour que vous compreniez la nuit historique, donc oui, ça a été une victoire républicaine, comme prévu. Comme prévu, le candidat républicain, Fuller, a gagné. C'était normal, c'était un district que Trump avait gagné par 37 points. On le savait. Mais sa performance est historique. Et donc là, c'est encore un message de Zachary Donini qui se rend compte qu'il n'y a pas dans les bases de données publiques de moments où les démocrates ont aussi bien performé que hier soir du côté de la Géorgie. Dans ce district, souvent j'ai l'habitude de vous dire que ce district était tellement rouge que s'il y avait une chaise avec un autocollant Trump dessus, avant ça c'était l'autocollant Parti républicain, mais maintenant avec un autocollant Trump dessus, la chaise serait élue. Et là on voit en disant il n'y a jamais eu ça. En fin de course, il a perdu entre 11 et 12 points. Les résultats ne sont pas terminés. On s'attendait à une victoire du républicain d'environ 25 points. C'est d'ailleurs pour ça que Ken Martin, qui est le patron du Parti démocrate, ce matin, a fait ce tweet, Ken Martin, Thomas, a fait ce tweet pour mettre en avant la performance de Harris, il s'appelle Harris aussi, Ken Martin, voilà, c'est là, parce que c'est exceptionnel ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est exceptionnel de perdre de 12 points alors que Donald Trump avait gagné de 37 points. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ce qui s'est passé en Géorgie, qui encore une fois est historique, on va rentrer dans les chiffres et dans les tendances, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Ce qui est complètement fou, c'est que Donald Trump a été obligé d'en parler, de cette victoire. Mais comment on parle de cette victoire républicaine qui était prévue alors que c'est une mauvaise performance et que c'est la meilleure performance d'un démocrate de l'histoire des élections en Géorgie? Comment on en parle? Trump a trouvé la solution. Il va en parler sans en parler. Regardez ce message sur Truth Social en disant que regardez, Marjorie Taylor Brown, parce que le vert
Vas-y Thomas, j'ai besoin de boire. C'est fou qu'il doit toujours expliquer ça parce qu'il aime bien donner des surnoms. Il dit que voilà, elle s'appelait Green, donc le vert devient marron quand c'est sous stress. Il dit voilà, haha, elle s'est pris par un autre homme, un homme super qui a gagné d'une manière convaincante. Et donc il félicite ça en disant que plusieurs personnes voulaient ce Trump seat-là et que Marjorie Taylor Greene avait en plus laissé que des problèmes parce qu'elle s'est mise contre Trump. Ouais, donc ce qui est intéressant, c'est qu'il remet en avant son score 37, en disant ouais. Regardez, j'ai fait plus 37 en 2024. Et en fait, plus on met en avant le plus 37 et qu'on se dit que finalement, Harris, qui était opposé à lui, opposé à Fuller, a perdu de 12 points, ça veut dire qu'il y a une chute de 25 points des républicains dans ce comté-là. Donc, ce que Donald Trump pense être quelque chose de Pour se positif vanter, en fait. en disant c'est du plus 37, plus il dit et plus on regarde les résultats et plus c'est mauvais. Et donc, on va regarder ce que le New York Times a fait sur ce sujet-là. Déjà, regardez le titre du New York Times en nous expliquant que c'est ce soir, de manière générale, parce que l'article n'est pas que sur Sean Harris, que c'est une des meilleures nuits électorales depuis 2024 pour les démocrates. Et donc, on va rentrer dans ce texte. Et donc, vous voyez, c'est que lorsqu'on regarde les élections, même les élections perdues par les démocrates, vous voyez cette flèche qui fait que on va de plus en plus sur la gauche. Donc, vous avez ces différentes élections en Floride, Tennessee, etc. Au Tennessee, plus 13. Et là, on voit que les démocrates, hier, en Géorgie, ont fait plus 25. Ouais, tout va dans la Floride, direction ils de avaient fait gauche. plus 23, plus 16. C'est la tendance. Et ce qui est intéressant, c'est que le New York Times, tu peux passer directement dans les cartes, Thomas, du New York Times, publie justement ces cartes et ces résultats comté par comté. Donc, Il n'y a pas beaucoup de flashs rouges. on voit que dans tous les comtés de la Géorgie qui formaient ce district-là, que le mouvement va vers le bleu. Vous le voyez. Et quand on rentre dans les résultats, mais regardez, Wow. non, ça c'est la carte pour le Wisconsin. On va voir les résultats de la. Est-ce que c'est les résultats de la. Ouais, Voilà, ouais. les résultats de la Géorgie. Non, en fait, Taylor, non, excuse-moi, c'est le Wisconsin. On va y arriver, c'est pas dans le bon ordre. Voilà, les voilà. Donc, c'est comté par comté, Cobb, Paulding, Floyd, etc., etc. Et regardez toutes ces colonnes où, comté par comté, plus 24, plus 23, plus 30, plus 29, plus 25, plus 25, plus 29. Donc oui, ça n'a pas été suffisant pour battre le républicain, Mais il y a une tendance. le candidat soutenu par Trump, mais on voit très, très clairement où va la tendance. Et cette tendance, hier, on l'a vu aussi du côté du Wisconsin. C'était une élection extrêmement importante parce que c'est pour avoir la majorité à la Chambre, à la Cour suprême. La candidate s'appelle Chris Taylor, la candidate affiliée au parti démocrate qui est pour l'avortement, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ces résultats d'hier assurent une majorité progressiste à la Cour suprême du Wisconsin, au moins jusqu'en 2030. Donc ça veut dire que MAGA a été nettoyé du Wisconsin. C'est un État clé. Et l'année dernière, on s'en souvient peu, Elon Musk avait investi de l'argent dans ces élections de la Cour suprême du Wisconsin en disant que le sort de l'humanité dépendait d'une victoire républicaine à cette cour. C'est vrai. Ah, tu t'en souviens? Ouais, il avait essayé de faire la même chose qu'il avait fait pendant la campagne de 2024, où il mettait en avant des programmes où il payait des électeurs pour aller voter MAGA. Et donc, quand on voit
là, on va se rendre compte que non seulement c'est une victoire démocrate hier, mais là aussi, regardez la tendance. Et alors, pour la petite histoire, avant de regarder les chiffres, donc non seulement c'est une victoire, mais c'est un triomphe. Elle a gagné par plus de 20 points. Le Wisconsin est un État clé par plus de 20 points. Vous voyez qu'il y a des progrès de partout. Alors, il y a une flèche rouge là-dessus. Évidemment, elle m'a intrigué, donc je suis allé le voir. C'est un tout petit district avec 600 électeurs. Et effectivement, le républicain a fait mieux que Trump. Personne ne sait pourquoi, mais quand on regarde les résultats, vous allez voir, il y a un petit point qui est intéressant. Lorsqu'on regarde les résultats de ce comté, je suis allé les vérifier, Chris Taylor a gagné avec 44 points d'avance. Donc oui, elle a fait un petit peu moins bien, mais elle a gagné. Mais elle a gagné avec 44 points d'avance. Ouais, donc même pas mal. La flèche rouge ne raconte pas toute l'histoire. Non, et donc regardez, lorsqu'on regarde au Wisconsin, et ça, c'est super inquiétant, les grandes villes, on sait que les grandes villes sont démocrates, plus 60. Les petites villes et les suburbs. Les suburbs au Wisconsin, c'était gagné par Donald Trump. Et là, non, c'est Donald Trump qui a... c'est les démocrates, Chris Taylor, qui ont gagné. Et c'est tout pareil. Milieu rural, les campagnes, pareil. Ça fait peur là pour Trump. C'est dans les comtés où Trump a gagné en 2024, plus presque 2 pour Taylor. Elle a gagné là. Elle a gagné en terre républicaine. Terre Trump. Et ces victoires en terre républicaine, elles se sont vues hier soir au niveau du Wisconsin de partout. Il y avait des élections pour des juges. Thomas, on doit avoir des élections pour des juges. Boum, on est dans le Wood County, qui est un endroit où Trump a fait presque 80% des voix. Ben non, on a élu un juge démocrate. On a élu un juge démocrate. Il y avait des élections au niveau de maire dans des villes qui, le maire sortant était en place depuis 2012 dans des comtés qui étaient républicains. Elle a gagné avec 10 points d'avance. Elle a gagné avec 10 points d'avance. Imaginez, ça fait 14 ans que vous êtes en place. Call it the Trump effect. C'est the Trump effect. Ça doit vraiment faire peur. Ouais, et ce qui doit faire peur aussi à Donald Trump, c'est que vous aviez suivi avec nous la nuit en direct pour le Texas, hein, on s'en rappelle, et on vous avait parlé du vote latino qui majoritairement avait abandonné Donald Trump. Alors, il y a aussi un vote latino du côté de la Géorgie. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que évidemment, ce n'est pas les mêmes proportions qu'au Texas, mais parce que entre l'élection du Texas, de Talafico, et l'élection d'hier soir, il y a eu un événement qui a été le renvoi de Kristi Noem, le départ de Minneapolis, le renvoi de Greg Bovino et cette espèce de transition politique de dire non, mais ICE, on les envoie dans les aéroports et on est plus humain, on change moins de personnes dans le but de faire revenir ce bloc hispanique, parce que comme l'explique G. Elliott Morris, ce bloc hispanique fait partie de cette coalition. Et cette coalition, hier, elle a été explosée. Et quand on regarde ce qui s'est passé hier en Géorgie, non seulement les Latinos sont venus voter démocrate, mais encore plus qu'il y a 3 semaines pour le premier tour. Ils ont explosé tous les chiffres et regardez les 2 seuls precincts où il y avait une majorité hispanique, ces scores où déjà on était au mois de mars, on avait bien performé. Les 70%, là c'est 73%. Exactement, c'est-à-dire que le repositionnement de Trump sur la question de ICE n'a pas convaincu les Latinos qui sont toujours autant motivés à aller voter
contre Donald Trump. 51% de plus qu'en 2024. Ouais. 51%. Ouais. C'est historique. C'est complètement historique. On a un deuxième chiffre sur les latinos. Donc, c'est pareil en nous expliquant. Donc là, c'est Sean Harris par rapport à Harris. Je sais que c'est compliqué. Et donc, comme je vous ai dit, et donc, en général, sur les 5 précintes où il y a le plus de population hispanique, il a augmenté la marge de Kamala Harris de 42%. Globalement, en 2024, Kamala Harris avait perdu le vote hispanique contre Trump en Géorgie. Plus maintenant. Mais plus maintenant, pas juste un petit peu. Et donc, finalement, forcément, ce matin, quand notre ami Harry Hunton de CNN a découvert ces résultats de cette vague bleue cette nuit, il n'avait plus de mots. Vas-y, Thomas. Toledo, holy smokes, holy cow. What are we talking about here? I mean, look at these shifts. Okay, and I want to put this into historical perspective for you. Dems, liberal, exceeding the previous presidential vote. So in 2025, 2026 cycle, we're talking about exceeding Kamala Harris. Look at this. We're talking about exceeding Kamala Harris, the liberal candidate did, by 21 points. 21 points, and this is part of a pattern, right? In Virginia governor, we saw the Democrat there exceeding Kamala Harris by 10, New Jersey governor by 8, and this is even better than what Democrats had back in the 2017-2018 cycles, where they were exceeding Hillary Clinton's baseline, but by 12, 4, and less than a point. So this time around, oh my goodness gracious, holy cow, holy smokes, holy Toledo. And of course, remember, Democrats took the House in 2018, and I will note that Wisconsin Supreme Court performance last night by Chris Taylor was the best for a liberal candidate in an open seat in at least 30 years. So this was the race that we saw last night in Wisconsin, a Wisconsin Supreme Court seat, a 9-point swing there. What about Georgia in perspective? That was a special election for Marjorie Taylor Greene's House seat. Put that in perspective. Yeah, you think a 21-point overperformance versus the Kamala Harris baseline is impressive. That ain't got nothing on what happened in Georgia. Look at this. Okay, again, putting this in perspective, 2025, 2026, U.S. House special elections. How much did the Democrats outrun Kamala Harris's baseline from 2024? Look at this. In Georgia, 14, 25 percentage points. My goodness gracious, that beat all the other Dem overperformances, and they've overperformed in all of them. So we're even getting higher than the highest of heights. We're talking 13 in Tennessee, 7, 17 in Arizona, 7, 17 in Virginia, 11, 16 in Florida, 6, 23 in Florida, 1, and all of a sudden we're talking 25 points. The biggest Dem overperformance in a special congressional election since 2017 when Doug Jones won that Alabama special Senate election. Donc vous avez compris, même si vous comprenez pas l'anglais, vous avez compris à son langage corporel, au ton de sa voix, qu'on est dans des dimensions jamais vues, complètement historiques. Holy cow, holy Toledo. On est complètement dans du fou. On vous explique que du côté de Chris Taylor, c'est des scores qui n'ont plus été vus depuis 30 ans. C'est effectivement l'effet Donald Trump. Un Politico, d'ailleurs, ce matin, titrait justement que c'était wow, un wow moment pour les démocrates. Vous voyez, en expliquant que leur hot streak, le fait que depuis 2024, les démocrates gagnent toutes les élections, c'est même plus hot. Le chaud devient brûlant. C'est brûlant, c'est ça. On est passé du chaud devient brûlant. On est passé du chaud au brûlant. Donc évidemment, tout ça, ce sont des. Again. Exactement. Tout ça, ce sont des très 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 mauvaises nouvelles pour les républicains. Avant de voir ces deux derniers documents que je veux vraiment mettre en avant parce que ils sont extrêmement intéressants. Les résultats que l'on voit démontrent, encore une fois, c'était une élection extrêmement importante, c'est le premier enseignement, parce que la nuit électorale d'hier, c'est la première nuit électorale depuis le début de la guerre en Iran. On voit le rejet dans les sondages. Mais on voit aussi dans les sondages une partie de l'électorat de Trump qui continue à s'accrocher à Trump. Dans la réalité, on voit qu'il arrive à toujours fluctuer entre
33 et 39% d'opinion favorable, alors qu'on pourrait se dire que entre la situation économique et la guerre, les chiffres de sondage devraient être pires. D'ailleurs, en parlant de sondage, petite parenthèse, on est en train de préparer un nouveau sondage exclusif Maintenant Média, Jean-Marc Léger. Et donc, soyez vigilants si vous êtes sur maintenantmedia.com parce que dans les jours qui arrivent, peut-être dès demain, on va ouvrir un message, un sondage, et je vais vous demander de m'aider à préparer cette émission et à préparer ce sondage inédit sur la situation, MAGA, etc., avec Jean-Marc Léger. On va le faire ensemble. Jean-Marc viendra évidemment dans une émission nous commenter tous les résultats, répondre à vos questions. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné sur maintenantmedia.com, allez-y parce que vous allez avoir cette opportunité de participer à quelque chose d'historique. Ce sondage sera publié au Canada, au Québec, mais aussi en langue anglaise. Ce sont un sondage qui va être fait aux États-Unis. C'est votre opportunité pour une communauté francophone de venir interroger les Américains. Donc voilà, on se retrouve très prochainement sur Maintenant Média. Et donc, ce que je voulais dire sur les sondages, qui est extrêmement important, c'est que on voit le Trump effect. On le voit de côté négatif, mais on le voit aussi du côté positif, qui est le fait que une partie de son électorat n'est pas prêt à l'abandonner. Mais, c'est là qu'on rentre dans cette espèce de choix complètement fou de Donald Trump, c'est que cet électorat qui n'est pas prêt d'en abandonner, lorsqu'on demande au téléphone « Est-ce que vous soutenez Donald Trump ?» et lorsqu'on va leur demander encore par un voisin, un ami, etc., ça ne veut pas dire que je suis prêt à me déplacer pour aller voter. Si c'était Donald Trump, peut-être je l'aurais fait. Et du côté de Trump, on le sait. C'est pour ça, si vous en souvenez, qu'il y a quelques mois, une des idées de Susie Wiles, qui est en charge de la campagne de Donald Trump, qui est sa chef de cabinet, elle avait eu cette idée de se dire, c'est Donald Trump qui va faire campagne comme si c'était une présidentielle, on va l'envoyer de partout. Et en plus de ça, du côté républicain, on était en train de voir si légalement c'était possible de mettre le nom de Trump sur le bulletin de vote. Que tel candidat soit un candidat GOP Trump. Trump Party. Le parti de Trump. Ouais. Ce n'était pas une histoire de ego. C'était une histoire du côté de l'administration Trump, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre nos chances de côté. Une partie de notre électorat sont des gens qui ne votent pas souvent. C'est cette fameuse coalition autour de Trump. Mais s'ils voient Trump sur le bulletin, ils vont pas le passer. Exactement. Et ils vont voter. Le problème aujourd'hui, c'est que Trump est devenu un tel repoussoir pour une partie essentielle de l'électorat. Je vous rappelle que du côté des indépendants, par exemple, qui représentent aujourd'hui la catégorie la plus importante de l'électorat américain, Donald Trump a entre 20 et 23% de cote favorable. Donc le rejet du côté des indépendants, je ne parle pas du côté démocrate, il n'y a pas de surprise, est extrêmement large. C'est-à-dire que si vous mettez en avant Donald Trump, vous allez motiver encore plus les démocrates à aller voter. Vous allez voir, ils sont super prêts. Et de l'autre côté, vous allez faire l'effet que les indépendants vont dire « Attendez, mais c'est hors de question que je vote pour ce candidat. Je n'étais pas certain, mais là, c'est certain, c'est un Trump. » Et donc, résultat, on est dans cette situation où on se dit « Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ?» Parce que ce que je voulais vous expliquer, c'est que les résultats d'hier démontrent que les électeurs Donald Trump, qui continuent à le soutenir, ils ne vont pas voter. Ils ne vont pas voter. Et regardez comment on le comprend. C'est ce premier document qui empêche
les républicains de dormir, et je n'exagère pas. Voilà, ça paraît très très compliqué. Vous me connaissez, j'adore ce genre de base de données. Je passe des heures à cliquer et à regarder tout ça. C'est les écarts. Donc, vous avez toutes les élections qui se sont déroulées cette année. Et donc, pour voir l'écart, en moyenne, si on prend la colonne 2026, par rapport, donc, les résultats par rapport aux élections de 2024, on va voir que actuellement, si tu descends tout en bas, Thomas, il y a un avantage. Regardez le 2026 average, que globalement, les démocrates font 11% de mieux qu'en 2024. C'est super important parce que ces 11% de mieux permettent une large victoire aux élections pour la Chambre des représentants et permettent de rendre ultra compétitif le Sénat avec du suspense sur certains postes comme la Caroline du Nord. Il n'y aura pas de suspense, ça sera une victoire démocrate, vous pouvez déjà le noter. L'Ohio ou l'Alaska, par exemple. Et donc, c'est 11%. Mais regardez ce qui est en train de se passer actuellement. Si vous regardez les derniers résultats, on est passé désormais, regardez, on est passé, donc vous avez les derniers résultats depuis le début du mois de mars et ensuite depuis le début de la guerre. Vous voyez que généralement, on n'était pas loin de ces 11%. Vous aviez du 8% jusqu'à du 20%. Regardez les deux derniers résultats qui comptent. C'est une marge de 21 et de 25% en faveur des démocrates. Le barrage est en train de craquer parce qu'une partie des électeurs Donald Trump qui continuent à le soutenir ne se déplace pas. Et Donald Trump est piégé par rapport à ça parce que s'il se met en avant, il motive les autres. Moi, comme j'ai vu passer dans le chat, je suis tout à fait pour. Ouais, allez-y. Et l'autre raison, c'est que, et c'est l'enseignement d'hier, parce que c'est des élections en terre rouge, c'est qu'une partie des électeurs républicains a décidé de faire payer à Donald Trump ce qui se passe et va voter démocrate. C'est l'enseignement le plus fou de ce qui s'est passé hier. On n'arrive pas à des chiffres historiques dans des districts MAGA en étant uniquement indépendant ou uniquement républicain. Hier soir, au Wisconsin, en Oklahoma, au Missouri, en Géorgie, des républicains sont venus voter démocrate. C'est une terrible nouvelle. Ce tableau le prouve, c'est une terrible nouvelle pour les républicains. L'autre nouvelle qui nous vient de The Puck, qui, vous allez voir la formule, vous allez l'aimer, touche, et on parlait tout à l'heure de Jean-Marc Léger, qui a toujours cette expression en politique, et il a 100% raison, de « follow the money ». Follow the money, l'argent des électeurs. Et donc, c'est une indiscrétion de Abby Livingstone hier sur Puck News qui révèle, chiffre à l'appui, que du côté des républicains, on est terrorisé. Pourquoi ? Parce que les démocrates sont en train de lever l'argent. Regardez cette citation en Iowa d'Iowa, on pensait que ça allait être une victoire républicaine. On a vu que Mariannette Miller-Mix, on s'en rappelle, on était allé à son meeting. Elle avait tout fait pour changer. Je ne sais pas si vous en souvenez, le chat. Elle avait mis au milieu de la semaine dans un coin perdu pour être certain que personne vienne. On est en train de battre des records d'argent versé pour venir soutenir les démocrates. Et ce ne sont pas des compagnies, ce sont les électeurs américains. Comme le précise ce responsable, les démocrates have unleashed the beast. Ils ont libéré la bête. Ça va être extrêmement compliqué pour les républicains. Et si vous prenez tous ces éléments et que vous mettez en parallèle cet argent qui arrive, ce climat, évidemment, Donald Trump va tout faire pour essayer de limiter le vote. Va-t-il y réussir ? Spoiler alert, pas entièrement.
Mais en tout cas, tout ça permet de vous expliquer pourquoi Donald Trump, si on revient à la première partie de cette émission, a accepté ce shit sandwich, pourquoi il a besoin le plus rapidement possible de sortir de la guerre en Iran et pourquoi il est le grand perdant. C'était La Chute.